Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. C'est génial, je ne suis pas tout seul. Il y a mon amoureuse qui est là. Et puis, comme c'est marqué, un été sans livre, c'est une choucroute sans mou, sans moutarde. À cause de la pénurie de moutarde actuelle. Hein? De graines de moutarde et donc de moutarde. Ah oui, c'est vrai. Ah mais, en plus, la pénurie de moutarde, alors on n'a pas préparé ça du tout, hein. On rebondit comme ça. La pénurie de moutarde, ça vient du Québec. Mhm. Ou du Canada en général, non? Ou du Québec en particulier? Québec. En fait, c'est principalement là-bas qu'il y a les graines de moutarde. Il y a eu des problèmes au niveau de l'environnement qui fait qu'il n'y a plus d'exportation de graines de moutarde. Et on va parler du Québec tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Fatigue, plein de choses à faire. Mais voilà, je suis là. Et puis voilà. Puis on va parler livres, on va parler de plein de choses. N'hésitez pas à me dire, vous avez lu. Bonsoir Soham. Ah, super, on va commencer par Soham. Parce qu'elle a des questions. J'ai une question. J'ai une question parce que ce qui est génial dans Twitch, c'est que vous pouvez parler. Enfin, vous pouvez parler. Vous pouvez écrire. Mais en écrivant, vous proposez des choses. Et Soham, voilà ce qu'elle avait proposé la dernière fois qu'on s'est vu. De la bête et de la nuit. Tu avais dit que tu avais commencé à le lire. Je vais vous lire un extrait. J'aimerais que tu me dises ce que tu en as pensé, si tu l'as fini, et ce que tu en as pensé. L'être fin d'avoir un destin, le banquet, un festin à offrir, la ville de n'avoir pas encore perdu le nord, le corps, son étreinte, le soleil, sa chaleur, la tête, sa lumière, la langue, son sens, le temps, son nudité, la terre fin de nous offrir une couche à notre arrivée et à notre départ, que nous tentons de remplir avec chants et d'UV entre les fosses que nous remplissons de nos odeurs, et le vide qui nous aspire, alors que nous resterons tendus vers les cieux, jusqu'à ce qu'on ait apprivoisé le feu pour désemplir les fosses et combler nos vides. Le soleil est un nœud qui brûle pour se défaire. Ton regard, une cavité que nous emplirons de nos odeurs pour qu'apparaissent nos visages. Même si je ne te verrai pas, je ne verrai ce que tu aurais vu de moi, ce que j'aurais enrobé de toi dans ma vue, ce que tu m'aurais enlevé d'un regard. Lève-toi, ne te prostre pas, ne te disperse pas. Lève-toi, marche jusqu'au feu, piétine sa couleur, chauffe tes semelles et ton cœur, enterre-toi avec ta chaleur dans la terre des absents et attise les braises dans le rêve des suivants. Ah, super. T'as bien aimé ce homme? Alors moi, j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient magnifiques comme ce passage, mais l'ensemble du livre, la construction du livre, j'ai eu un peu de mal. Mais peut-être que j'aurais pas dû. En fait, j'ai lu que des passages. J'ai pas pris le temps de lire tout à voix haute. Peut-être qu'en lisant tout à voix haute, je sais pas si toi tu l'as lu à voix haute. Peut-être que ça aurait moins coupé. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu comme différents poèmes qui étaient assemblés dans une histoire qui était voilà. Mais c'est une écriture. L'auteur donc c'est Semous Daktekin, qui a vu le jour à Haroun, village dans les montagnes du Kurdistan, néo-français à l'âge de 22 ans. C'est très beau ça, néo-français à l'âge de 22 ans. Il arrive à Paris en 1987. Il est notamment l'auteur des recueils Des Chemins du Nocturne, prix international de poésie francophone Ivan Goll, Justin Pons en feu, prix Stéphane Mallarmé et prix Théophile Gautier. C'est des gros prix. Élégie pour ma mère, prix Benjamin Fondane, et À l'ouest des ombres, ainsi que du manifeste Sortir de l'abîme et du roman À la source, La nuit, livres tous édités par le Castor Astral. T'as beaucoup aimé. Et ben voilà. Moi, je trouve intéressant parce que j'ai lu seulement, je pense, 2 poèmes, mais je les ai trouvés très beaux. Et je sais pas ce que toi tu attendais, Pascal. Tu t'attendais à quelque chose de. Enfin, qu'est-ce qui t'a. En fait, c'est pas. Quelles étaient tes attentes? C'est pas un récit de poésie. C'est un roman poétique, un texte. Je ne lis pas à voix haute, malheureusement. Oui. Le poème qui m'a beaucoup parlé se trouve page 13. Okay.
En fait, moi, j'ai pas vu ça comme une série de poèmes. J'ai vu ça comme un ensemble enfin, un récit poétique. Et je m'attendais à une progression. Et il y a cette progression à certains moments. Le lien avec les animaux, la terre, enfin, les êtres humains et la nature. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment très chouette. Et Laura va lire la page 13. Donc, sur les conseils de Somme 93 ou 93, page 13, dit « Écoute le son, devenir clé et ouvrir les champs. Les vagues, devenir pulsation et ranimer les ailes. Écoute le son, devenir abeille et voler de feuille en feuille, de tout en frémissement. Devenir main qui cueillera douille et pétales, mettra feu aux ailes et aux feuilles. Écoute les flots devenir sillons dans la terre. Regarde papillonner les sons dans l'espace de ta bouche. Les bulles éclater et devenir barques sur les vagues. Les barques devenir nids, les nids devenir gorges et pousser chant et charme à ton passage. Écoute le son devenir étreinte, devenir caresse et se laisser glisser loin de ta peau, comme les olives qui gonflent et disparaissent, sans avoir savouré la proximité de ta peau. Ces bulles qui enlèvent les fourmis, dérobent les épines aux roses sur leur passage, qui fixent de leur regard les épines et les roses jusqu'à la disparition des paupières, jusqu'à la dilution des épines dans le regard. La mort ne dit pas son nom, le dit n'apparaît pas dans le cœur. En fait, c'est ça, c'est très très beau. J'aurais dû le prendre en fait comme différents poèmes, dissocier en fait la prose poétique, enfin, un texte en entier des différents poèmes. Mais c'est très beau. Donc si vous le lisez comme des différents poèmes, je pense que vous avez énormément de plaisir. Voilà. C'est bien écrit, c'est beau, c'est très beau. Le livre est très bien fait, il est paru au Castor Astral avec le soutien du CNL. Et puis il a paru quand? Et tous les 2021. Tous les livres de cet auteur en fait sont parus au Castor Astral. Ouais. Donc moi je vous le conseille chaleureusement. Et puis ça me donne envie de découvrir d'autres ouvrages de cet auteur. Siméon, à l'intérieur de la nuit. Je ne sais pas si je l'ai, celui-ci. En fait, j'ai classé Maury en poésie et je me suis dit, j'aurais pu le classer par auteur. Mais si, on l'a. On en a plusieurs de Siméon. Il est dans cette collection bleue ou blanche, mais haute. Ou vert. En bref. je finis de vous dire le classement que j'ai fait. Je me suis dit, en fait, au niveau de l'espace, de la place dans les étagères, il y a certains moments, il faut que je fasse des économies de place. Donc j'ai regroupé les livres de poche à certains endroits, etc. Pour la poésie, je me suis dit, mais je vais classer par ordre de taille de poésie. Ce qui regroupe quelquefois des éditeurs, mais il y a des éditeurs qui ont 3 ou 4 formats ou 5 formats, donc ça regroupe pas. Et surtout, ça classe pas les auteurs. Mais je me suis dit que ce qui était intéressant quand même, c'est que comme ça permet de pas obligatoirement aller sur un auteur qu'on a envie de lire, mais de découvrir d'autres auteurs. Mais là, par contre, quand on me demande un bouquin de Siméon, je vais y aller. On va simplement réussir à cataloguer nos ouvrages ou mettre des fils imaginaires de lumière entre les auteurs d'un rayon et de l'autre pour pouvoir les retrouver. Pascal, en introduction de ce Twitch de ce soir, nous parlait du Québec et des graines de moutarde québécoises. Il a eu la gentillesse de m'offrir une anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec, 2000-2020. Ça a été édité ou préparé par Vanessa Bell et Catherine Cormier-Larose. Je trouve toujours intéressant, surtout en venant d'un pays francophone non français, comme la Suisse, de voir comment on écrit le français dans d'autres régions. Et le Québec a cela qu'on a toujours, parfois certaines personnes qui connaissent un peu
le Québec, les gens de là-bas, les différents Québécois, etc. Mais parfois, on a une idée un peu, comment dire, voilà, je t'ai dit qu'elle était bleue. Euh, on a une idée du Québec parfois sûrement un peu caricaturale, surtout si on la voit de très loin. Et je trouve que la littérature et les podcasts et la radio nous permettent d'avoir un regard un peu culturel sur le Québec. Donc, je vais vous en lire quelques-uns, pas à la suite, mais je vais comment dire, les semer tout au long de notre Twitch de ce soir. Et je vais commencer par Natacha Canapé-Fontaine, canapé avec un K, euh, qui vit à Montréal et qui écrit « Tu ne me glorifieras plus. Tu voleras le verbe prier. Tu renieras le jour où j'empoignerai l'arme pour enclencher ma mutation. Tu pointeras ton armée de terre pour irriter mes os, ensevelis sous tes tutelles, terrain de golf Pinède. Tu verras tomber les ponts de passage, les voitures à la renverse, le feu pilant, les champs de maïs. Tu verras mes grenades rouges, mes canneberges, mes saumons, mes truites, mes colères fumées. » Fais voir la page. J'aime bien faire voir aussi les mises en page. Alors ici, on a une petite introduction à l'auteur avec son nom, sa date de naissance, et puis là, on n'a pas le bon éclairage pour voir la mise en page. Voilà. Ici, vous pouvez voir ici le poème. La couverture aussi. Et la couverture. Donc c'est paru aux éditions du Remue-Ménage. Et la couverture se présente ainsi. Ouais, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et non, je trouve c'est drôle parce que c'est pas forcément celui-là que j'avais choisi au départ. Donc je vous ai lu quelque chose que je pensais pas vous lire, mais c'est très bien aussi. Très bien. Écoutez, je me réjouis de vous en lire d'autres, mais Pascal, tu peux peut-être passer à la suggestion de Soham de tout à l'heure, de Siméon à l'intérieur de la nuit, ouais. dont on avait déjà parlé, je crois. Oui, on avait déjà parlé, puis en fait, il est vraiment splendide ce livre. Donc il est aux éditions Chêne, Cheyne, et pas édition du Chêne. Et il est magnifiquement illustré. C'est vraiment un très beau travail de mise en page et de texte. Et je vais commencer par le premier texte que je trouve très beau. On grandit étrangement à l'intérieur de la nuit. Plus fermés les yeux, plus profond l'espace en nous, plus profonde aussi la lumière absente. Parce que, par bonheur, invisible, seule demeure sa clarté définitive dans le sang. Voilà Jean-Pierre Siméon. Moi j'avais envie de commencer le Twitch par Yanis Ritsos, puis voilà, on a commencé parce que Soham était là autrement et c'est génial. Et j'ai trouvé ce bouquin-là. Où est-ce que je suis allé aujourd'hui? Je suis allé à Fribourg, à Libro-Phobos. Et j'ai trouvé ce bouquin-là, Le mur dans le miroir et autres poèmes de Ritsos, que je connaissais pas ce livre, celui-ci. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'en fait, il est fait de manière chronologique. Et si bien qu'on a des poèmes qui sont avant sa déportation, pendant sa déportation, une fois qu'il était libéré, une fois qu'il était emprisonné, réemprisonné, etc. C'est vraiment assez génial. Et là, je vais vous lire un poème qui est daté de 1951. Donc, pour vous donner une petite information, à 51, Ritsos est déporté dans l'île d'Aistrati,
au sud de Limnos, en mer Égée septentrionale, où il reçoit le soutien journalier de sa sœur Lula sous forme de colis de vivres et de vêtements, et où il écrit les poèmes des quartiers du monde et le fleuve et nous, d'où est ce poème, sera de nouveau les poèmes enterrés dans des boîtes de biscuits, des cailloux rehaussés de figures humaines à l'encre de Chine qu'il vernira plus tard, et jusqu'à 500 aquarelles, le poète ne cessera jamais de peindre. Et ça, je ne savais pas du tout. En fait, j'ai pas eu le temps de regarder du tout, mais j'aimerais bien découvrir ces aquarelles à Ritsos. C'est noté, voilà. Et donc voilà. Alors c'est un poème relativement long, mais que je trouve extraordinaire. Voilà. Une porte qui s'est ouverte, et celui-là qui est entré, le menton enfoncé dans sa large flanelle bleue, et celui-là qui est entré avec une grosse cruche pleine d'eau, dans la fumée des cigarettes, tandis que changent les visages, sans dire mot, sur une partie sombre de la porte ou dans le haut d'un angle. Les ouvriers avec pelles et pioches de déblaiement. Bien du travail encore, du travail à recommencer, tout le temps à recommencer. Ils s'attacheront les lacets et les brassards. Celui-ci dans un coin avec ses lunettes de presbyte. Sur les verres, en miniature, une paire de fenêtres poussiéreuses est venue se dessiner. Cela fait des années qu'il surveille ainsi notre route, comme un phare dans la plaine retourné par les obus. Rappelle-toi, quand tu creuses profondément, tu trouves la lumière. Celui-ci aux yeux naufragés dans ses paumes, celui-ci aux yeux qui trouent le mur, les tables, les verres. Quand tu creuses, rappelle-toi, mon beau, mon brave, comme le monde est fort, le bruit que font les trains de l'autre côté des nuits, et les fleuves roulant leurs eaux jusqu'à la mer, et celui-là qui enferme le rythme de la mer dans sa chaussure, et celui-là qui fend la nuit en deux pour passer sa tête au milieu, mettant ses paumes en cornets pour y crier « C'est nous, c'est nous !» Rappelle-toi cela quand tu creuses. Il y a encore bien des ténèbres derrière les voies. Les grévistes ont découpé un grand morceau de ciel et l'ont mis en lucarne dans les mines à charbon. Un vive quelque chose a jailli dans la ville, et ils ont laissé le cercueil au milieu de la route. Ce vive, par la suite, ils le cachèrent dans le creux de leurs aisselles, comme de ces ordres du jour qu'on glisse en dessous des portes. Dès lors, ils prirent avec eux la mort en criant « Vive !» Quand vinrent les grandes nuits aux pieds coupés, ils criaient « Vive !» Et quand c'était la terreur qui creusait les ténèbres, ils plantaient des arbres. C'est nous, c'est nous. Souviens-toi de ne pas laisser de cercueil en travers de la route. Ce soir-là, ils nous avaient pris tous nos rêves. Nous revenions le sac vide et pesant de tout le poids du monde et de notre responsabilité. Tout était à recommencer. Marthe était restée, un peu en retrait, pour ôter le gravier de sa chaussure. Nous savions combien ses épaules s'étaient voûtées, faute de ne pouvoir soutenir tant de ciel brut, tant d'étoiles, tant de fenêtres, tant de bonheur d'avant qui avait disparu, avait été et s'en était allé. Le reste n'était que faux semblant. Au bout de la ville interdite, là où ne parvenait ni la trompette des casernes ni les proclamations qu'on sait, précisant ceci et cela, notre cité ouvrait ses portes. Un tel espace hors du monde, et nous étions tous là. Une table de bois avec du pain, une goutte d'eau, tout le ciel, et la beauté, oui, de ce monde. Un homme sous les arbres pleurait de joie, car il aimait. Cet homme-là était plus puissant que la mort. C'est pour cela que nous chantons. Car les lèvres du monde s'ouvrent au moment où nous l'embrassons. Personne n'interrompra notre chanson. Nous chantons, nous répétons. Le monde est beau. Voilà. Yanis Ritsos, Le mur dans le miroir, dans la collection Poésie Gallimard. Et c'est marrant, je ne sais pas si c'est vraiment une collection, La poésie à l'épreuve du monde. Mais voilà, c'est vraiment génial. Et c'est un autre Ritsos que Pascal est tombé en amour de Yanis Ritsos ces derniers mois. Il nous en parle souvent. Moi, je voulais vous demander s'il y a... Ah oui, pardon, tu vas mettre la référence. Juste une anecdote par rapport à Ritsos.
En fait, c'était quand vous savez, j'ai des gros exemplaires du Monde, et puis j'avais pris une année, enfin une fois, j'avais pris une année du Monde, et puis c'était 1968, et il y avait les poètes grecs, et j'étais tombé là-dessus. Et il y avait Jacqueline qui était sur le Twitch à ce moment-là qui m'avait cité une anecdote qu'elle tricotait des chaussettes parce que Yanis Ritsos était au Parti communiste euh, quand il a été emprisonné, et Jacqueline travaillait pour les éditions du Parti communiste à ce moment-là. Et elle disait, pour donner de l'argent à Yanis Ritsos, on tricotait des chaussettes et on vendait. Et donc après, elle m'a offert des bouquins de Ritsos. Enfin voilà, je suis tombé vraiment amoureux de ce poète. Et, voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc oui, et il y a de quoi, hein, non seulement de sa vie, ses combats, son écriture, et sûrement aussi son art, ses aquarelles et sa peinture qu'on va découvrir. Ça, on va regarder. Je voulais demander si, je sais pas s'il y a des gens qui sont là, notre Twitch nous dit qu'il y a deux personnes qui nous Ouais, regardent. mais ça veut rien dire, tu vois, il y en a beaucoup plus. Mais voilà, en attendant, si vous avez envie, l'été est bien là. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui aiment garder des lectures pour l'été, des livres dans lesquels tu te réjouis de plonger, les livres que tu n'as jamais le temps de lire le reste du temps parce que tu n'as pas assez de congés continus puis tu as vraiment envie de te plonger dedans. Est-ce que vous aimez faire ça? Et puis surtout, est-ce que pour celles et ceux qui ont peut-être des vacances qui approchent, ou est-ce que vous avez fait une pile de livres à lire cet été? Ça, c'était ma grande question du moment. Ouais, je trouvais intéressant cette question parce qu'en fait, euh, moi, quand j'étais libraire, il y a un truc qui m'énervait profondément. C'était au mois de février, quand les représentants passaient pour présenter les bouquins qui allaient être mis en vente pour l'été, et qui nous présentaient des opérations spéciales, poche pour l'été. Et en fait, ces opérations étaient faites parce que les gens, il faut qu'ils se divertissent l'été. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est totalement absurde ce truc, parce que dans l'année, on n'a pas le temps. Enfin, on est fatigué par notre travail et tout, donc on n'arrive pas à lire et tout ça. Et puis l'été, il faut se divertir. À quel moment on lit Nietzsche, on lit Suran, à quel moment on lit Musil, à quel moment on lit des Pléiades. Et moi, j'aime l'été pour ça. Comme tu disais, est-ce que vous avez mis des bouquins de côté? Je trouve bien ça, se dire, ah ça, je vais le lire cet été parce que j'aurai le temps. En fait, je trouve ça intéressant. Mhm. Et puis, ben, qui dit qu'on ne peut pas se divertir en lisant Nietzsche? Oui, aussi. Enfin, je veux dire, euh, les poches qu'on me propose, c'est pas Nietzsche, hein. D'accord. C'est plutôt Musso Et, et Marc et Lévy et s'il y a compagnie. des gens qui, dans leur pile, ont du Musso et du Marc Lévy, mais parlez-nous de votre amour pour ces auteurs-là. Moi, j'aimerais éviter qu'on ait un truc hyper élitiste. Moi, je pars du principe que si on aime lire, C'est pas euh, élitiste. si on aime lire et puis On qu'on, va se taper dessus à la fin. si on aime lire, euh, on, justement, quel que soit. Après, il y a des gens qui osent justement moins interagir parce qu'ils se disent ah je vais être jugé parce que Ah j'aime non, du mais il Musso. y a pas de jugement. Moi j'ai jamais réussi à lire Musso ni Lévy. J'ai essayé, hein, mais je trouve ça hyper compliqué en fait. Pour moi, c'est un peu comme la soupe à la citrouille, j'aime pas. Je sais pas, il y a des goûts comme ça que j'aime pas. Et là, j'ai l'impression d'une soupe bizarre. Toi, ça t'a pas plu. Ah bah vraiment, non, j'ai trouvé ça Voilà. très mal écrit. Je suis Donc, désolé, mais voilà. Mais en attendant, je ne dis pas que tous les textes se valent et tous les auteurs se valent, mais par contre, tous les lecteurs ah oui, ont le droit d'aimer ce qu'ils aiment sans qu'ils se ça je suis sentent d'accord. jugés Mm. par des gens qui se disent qu'ils lisent plus haut que les autres Ah parce qu'ils non, lisent du Nietzsche l'été à la plage, ou qui décident de prendre une Pléiade ah non, mais sur un alors rocher. c'est pas ce que je voulais dire. Non, je sais, Mais mais je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est pas ça. Euh, non, moi je respecte vraiment. J'ai toujours dit à mes enfants, écoutez, l'important c'est que vous lisiez. Si vous lisez Télé 7 jours ou l'équipe, c'est très bien quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas de mauvaise
vous lisez, je sais pas, un menu qu'il y a dans la rue, ou je sais pas quoi. L'important, c'est de lire. Après, effectivement, je pense que il y a quand même une qualité d'écriture que moi, en tant que libraire, maintenant en tant qu'éditeur, et puis en tant que lecteur, j'ai envie de partager et puis de faire connaître. Donc, par exemple, ce que Laura va nous lire là. On a déjà eu cette discussion la dernière fois que je suis venue sur le Twitch. On C'est va vrai pas faire une discussion similaire. On va pas rentrer là-dedans. Puis on veut pas perdre nos quelques spectateurs. Donc, si vous avez envie de parler de vos lectures, qu'elles soient actuelles ou qu'elles soient celles de l'été ou de l'hiver ou ce que vous voulez, vous êtes toujours les bienvenus sur le chat. En attendant, moi, je vais vous lire trois poèmes, mais courts, de Stéphanie Roussel. Elle est née en 1991 ou 91 à Montréal. Elle habite à Montréal et elle écrit: Nous partageons un lit double, ma sœur, ma mère et moi. Touchons à l'hiver, peau contre peau. Nos murs sentent la menthe, l'humidité, la rouille du four brisé derrière le bruit du voisinage des princesses parades sur les télévisions. Les rires se noient entre deux bouchées de Lucky Charms. Je sais toutes les autres familles, pareilles aux bières de balcon, tièdes et amères. C'est pas la meilleure lecture qu'il ait été, mais Swam nous parle de son souhait pour l'été. Elle nous dit: l'été, c'est davantage une période pour écrire. Toutefois, j'ai acheté quelques livres pour cet été, notamment Jeanne Benhammer, Ceux qui partent et ça t'apprendra à vivre. Ah, c'est marrant. Elle est publiée chez Actes Sud. Hein. Ouais, Jeanne Benhammer, ouais. Et Ceux qui partent. Jeanne Benhammer. Non, elle n'est pas publiée que chez Actes Sud. Pas que. Non, moi j'avais lu plusieurs bouquins d'elle. Non, c'était à la Sodie, c'était, je sais plus, chez Gallimard ou un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup l'écriture de Jeanne Benhammer. Je note Ceux qui partent et ça t'apprendra à vivre. Je sais qu'on en a certains. Oui, on en a, mais je ne sais pas lesquels. C'est des ouvrages récents, ces deux-là. Ceux qui partent et ça t'apprendra à vivre. Je note sur mon petit papier. Ceux qui partent. Ceux qui partent. Ça t'apprendra à vivre. Ouais, je trouve. Alors, Jeanne Benhammer, c'est vraiment une auteure à lire à voix haute. Si vous avez envie de lire à voix haute. Récemment, un recueil de poésie chez Bruno Doucet. Ah, ça m'étonne pas. Donc, pour ceux qui n'arriveraient pas à lire le chat, Soham précise récemment un recueil de poésie chez Bruno Doucet. Et en attendant que Pascal aille rechercher certains livres sûrement de Jeanne Benhammer, je vais vous lire un autre poème, toujours extrait de l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec, 2000-2020. Celui-là est écrit par Stéphane Martelly, né à Port-au-Prince en 1974, en 74, vivant actuellement à Montréal. Il dit: Aujourd'hui seulement, je constate que je suis dans une pièce sans fenêtre. Il a fallu que hier je reçoive le vent par la porte pour le remarquer. Les murs sont proches quand ils n'ont pas d'ouverture. Ce ne sont pas des abris. Ils se tendent les bras l'un à l'autre, prêts à s'étendre et à m'écraser. La lumière ne peut glisser aucun désir. Je n'ai pourtant pas le choix. Tant que je pourrai, il faudra bien que je respire. Comment trouver son chemin? Je l'ai cherché partout, dans les yeux. J'ai si peur des visages qui ont des orbites à la place des regards et de leurs traits incisifs comme des témoignages.
Ça, c'était Stéphane Martelly, toujours dans cette anthologie parue aux éditions du Remue-Ménage. Et si tu me permets, Pascal, je vais juste lire le poème d'après, toujours du même auteur, que je trouve chouette. Et j'ai pas la dextérité de Pascal dans la lecture, mais il faut aussi dire que j'ai pas encore lu je les ai lus brièvement, donc je me suis pas entraînée à la lecture. J'espère que ça vous donnera quand même envie de les découvrir. Donc il dit: il faudra marcher le long des fils électriques pour monter au ciel. Accrocher la lumière au passage avec un bout de fil de fer recourbé dans un jardin entouré de murs, au risque d'être foudroyé par la vie. Mais l'herbe est coupée, mon amour. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'avancer s'il fait sombre. Comme quand j'avance dans l'espace se creusant dans le noir sur un fil électrique qui s'allonge et où se perpétue une lumière invisible. Je vous l'annonce, les camionnettes continueront de glisser, et les phares continueront de flotter, et les fenêtres s'ouvriront sur des mers enfin calmes. Et le cri de la pierre sur les vitres s'évanouira dans les yeux. Parce que les choses ne sont réelles que lorsqu'elles peuvent mourir. Or, tout ici se survit à force d'habitude, dans les murs à 6 pans d'une boîte entièrement noire. Que rien ne peut être vrai, puisqu'ils sont toujours là, et qu'un jour tout le monde se réveillera et chantera en voyant que le soleil se lève. Mais moi, je ne saurais plus voir, et j'appellerai la nuit dans un hurlement de silence. Je ne sais pas quand j'aurai mis ma respiration en demeure. Je n'ai connu que des femmes à qui je n'ose plus avouer mon amour de peur qu'elles ne me reprennent dans leur vie et que je me perde une fois de plus. Elles se meurent ou s'absentent sans moi. Je ne veux pas saisir tout ce qu'elles déposent dans ma vie, et je leur dis à bientôt en souhaitant que le temps réponde à ma place aux questions qu'elles me posent ou à leurs mains tremblantes qu'ils veulent tenir la mienne. J'enfouis et je pars en nouant tous mes liens derrière ma tête. Ça, c'était Stéphane Martelly. Alors, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la dextérité à lire, en fait, on lit beaucoup l'un et l'autre à voix haute, mais on ne lit pas obligatoirement que de la poésie. Là, par exemple, un des derniers livres qu'on lit ensemble, on lit ensemble, je vais vous dire, c'est Laura qui lit. C'est Manifeste pour une post-photographie de Johan Foncuberta chez Actes Sud. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi de lire des essais parce que ça nous permet de discuter de plein de choses. Tu arrives à en parler de ce livre un petit peu? On ne l'a pas fini encore. Hein. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, bon, c'est peut-être une question qui est vraiment rabâchée par certains. Enfin, c'est peut-être pas si neuf que ça, mais moi, ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un qui mettait en mots mon malaise au rapport à l'image, à l'immédiateté de l'image, à la dématérialisation de l'image, finalement à la manipulation surtout de l'image qui ne date pas de Photoshop, mais qui a malheureusement pas encore, qui n'est pas assez ancien pour rentrer dans les cursus scolaires comme lecture d'images. Moi, je pense que dans un monde, en tout cas notre monde actuel occidental, dans lequel on vit entouré d'images que l'on produit ou qu'on consomme énormément sur nos tablettes, nos téléphones, et pour ceux qui ont encore la télé, à la télévision, etc. On consomme énormément d'images, certains en produisent pour le montrer au public, d'autres en produisent simplement une quantité faramineuse qui finissent sur des cartes électroniques qu'on perd ou qu'on n'arrive plus à lire. Donc il y a une grande dématérialisation de l'image et finalement, qu'est-ce que ça dit aussi de notre société par rapport à l'histoire et surtout
ce que je trouvais intéressant, c'est de repenser l'image et toutes les questions finalement liées aux fake news, euh, où même si de tout temps l'image photographique ou l'image qu'on montre ou qu'on donne à montrer aux autres euh, a toujours été quelque part cadrée, pensée, réfléchie, elle n'a jamais été un reflet de la réalité, mais toujours une perspective sur un regard finalement. C'est toujours un regard sur un moment, un point de vue, un angle, une perspective qui raconte ou qui veut raconter quelque chose et qui dépend finalement de l'œil qui le perçoit. Le fait que ces outils, les outils de transformation de l'image, soient non seulement omniprésents, mais surtout qu'ils soient à la portée de tous et qu'ils soient attendus comme un, finalement, on attend, oui, est-ce que tu as retouché ta photo, tu n'as pas retouché ta photo, combien tu as retouché la photo, combien tu as recadré, et puis pour les gens qui produisent les contenus que d'autres consomment en grande quantité, la plupart de ces images sont toujours très construites et pensées méticuleusement par la plupart des gens qui les produisent. Et je trouve justement, pour revenir sur mon idée de base, parce que là je tourne en rond sur la même chose, mais c'est que finalement, on n'a pas toujours les clés ou les outils, ou on donne pas toujours les clés ou les outils aux personnes qui consomment ces images pour les repenser, les remettre dans un contexte spécifique, et puis mettre une certaine distance pour pas les prendre juste, je dis pas forcément comme des faits, mais finalement sur qu'est-ce que ça a comme impact de passer notre temps à voir défiler des gens heureux à la plage ou épanouis dans leur travail ou avec leur chat qui est magnifique et qui fait pipi dans sa caisse et pas ailleurs. Enfin, donc, enfin, il y a un côté où finalement cette consommation d'image-là, elle, elle a pas encore, en tout cas, je sais pas si un jour on aura ces clés d'analyse des images qui seront peut-être qui rattraperont sûrement pas la technologie. Mais cet ouvrage, parce que c'est beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux, enfin, mieux expliqué que ce que j'essaie de dire, il essaie de questionner ça finalement. Et entre autres, je vais vous lire un passage, un extrait justement qui questionne. Euh, on va pouvoir en parler après. Depuis début 2017, 800 millions de photos circulaient chaque jour sur Snapchat, 350 millions sur Facebook, 80 millions sur Instagram. En ne se concentrant que sur ces trois plateformes et en consacrant une seule seconde d'attention à chaque image, 24 heures sur 24, un observateur mettrait presque 50 ans à regarder le contenu de ce qui a été téléchargé en 24 heures. Paradoxalement, nous ne prenons plus de photos pour les regarder. Nous nous noyons dans des images que presque personne ne voit, et la plupart d'entre elles sont d'ailleurs destinées à l'invisibilité. La reproductibilité technique et l'accumulation des données avaient déjà atteint des seuils qui dépassaient nos limites cognitives, mais le phénomène a désormais atteint une telle ampleur qu'il bouleverse les paramètres de l'acte photographique, en privilégiant d'autres valeurs comme la connectivité et la communication. La post-photographie est annonciatrice d'une société qui perd la mémoire et qui gagne en interaction. Et je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements dans ce livre. La question de la mémoire. Moi, j'ai trouvé, il y a eu tout un passage aussi sur les différents photographes. Un petit peu l'histoire de la photographie résumée en 10 pages, sur ces personnes qui collectionnent, qui font de la collection de photographies. Enfin, il y a vraiment différentes manières de faire de la photographie. Et aujourd'hui, cette photographie qui est de l'instantané, mais qui est plus vraiment de la photographie. Je sais pas comment on peut. Là, il parle d'images qui créent une forme de lien ou de transaction. Après, savoir quelle est la qualité de ce lien et puis socialement euh, et psychologiquement, les gens qui consomment ça, combien ils sont impactés, ceux qui en sont conscients et ceux qui le sont moins. Et même si tu es très conscient du côté normatif de ces images ou
finalement très construit dans une bulle comme ça, un peu à part, un peu déconnecté de la réalité, il y a toujours une prétention à se montrer soi. Hein. C'est rare de voir maintenant dans ces contenus-là des gens qui présentent les autres. Ils se présentent eux dans des actes avec les autres. Hein, le truc du selfie, c'est ça. Finalement, tu prends plus une photo du paysage, tu te mets en scène dans le paysage. Même quand tu veux faire un acte de générosité, là récemment j'ai vu, je sais plus, je crois que c'était au téléjournal où il parlait de ces personnes qui veulent faire des bonnes actions mais qui se filment en faisant les bonnes actions. Donc finalement ils ont besoin de montrer au monde combien ils sont généreux. Moi je trouve que ça enlève beaucoup de leur généralité, de leur générosité intrinsèque, mais voilà. Et finalement, si tu fais quelque chose qui est pas vraiment gratuit, mais qui est gratuit en apparence, mais simplement ça te permet d'avoir je sais pas combien de milliers, de millions de likes, et du coup la vidéo qui est sponsorisée, elle te permet de payer ton loft à Paris. Enfin, il y a un côté où voilà, moi j'ai un peu de la peine entre le discours de ces images et le fait qu'on manque d'outils analytiques au quotidien pour avoir un esprit plus critique. En tout cas, alors je dis pas que cette critique n'existe pas, mais que ouais, je sais pas, peut-être que ce côté vraiment scolaire d'apprendre à déconstruire les images me manque beaucoup. Pas moi en tant qu'enfant qui n'a pas eu ça, mais je me dis que finalement on a un regard beaucoup plus critique sur des textes, des paroles, des discours, où on a des outils différents. On a l'habitude parfois aussi de remettre en question le discours d'un politicien, sans problème qu'on mettra en question ses promesses électorales. Je suis pas sûre qu'on fasse la même chose avec l'instagrammeuse, l'influenceuse, justement qui porte son nom, et justement parce qu'elle influence. Et donc voilà. C'est un questionnement que j'ai eu aussi avec Twitch. Parce que ce qui est assez marrant, c'est on me dit, mais quand je parle du Twitch, on me dit, vous êtes suivi par combien de personnes? Et je m'en fous en fait. C'est vraiment pas mon problème. Moi, je cherche pas à faire à ce qu'il y ait une quantité énorme de personnes. Si les personnes qui viennent sont satisfaites, elles sont contentes, elles trouvent un contenu qui peut les satisfaire, ça me suffit. Et je cherche pas, je chercherai jamais à faire ça. C'est pour ça que, sachant que c'était Twitch aussi acheté par Amazon, je veux pas du tout donner mon compte bancaire ni quoi que ce soit pour que les personnes aient quoi que ce soit à payer, ou que moi j'encaisse quelques centimes de ça. Donc moi c'est très clair par rapport à ça, c'est juste faire partager des lectures. Et je pense que au niveau de l'image, c'est ça aussi, c'est euh, quand on partage une image, enfin, moi j'essaye quand même sur les réseaux, quand je partage une image, j'essaye de me dire, ou un texte, j'essaye de me dire, est-ce que ça va parler à quelqu'un? Est-ce que cette personne-là va en retirer quelque chose? Même si je suis en scène des fois sur ces photos, mais en général pas souvent, mais si des fois. Mais voilà, c'est plus dans cet esprit. Mais voilà. Donc, c'était aussi pour parler de la lecture à voix haute, où on lit pas non plus que de la poésie à voix haute, on lit aussi des essais. Et ça nous permet de discuter. Donc, en général, c'est assez long quand on commence un essai, parce qu'on s'arrête régulièrement Pour discuter. pour discuter. Mais moi, justement, je me demandais, parce qu'au départ, le Twitch, c'était aussi, on avait envie de créer une plateforme où les gens pouvaient parler de leur coup de cœur. Et alors, on a des habitués comme Soham, on en a d'autres qui nous suivent, on est très contents. Et je crois que moi, j'espérais que les gens aient tous envie de partager leur rapport à la lecture. Et, euh, et c'est aussi pour ça que tu t'es plus mis à lire au départ que ce que tu... Au départ, on essayait de faire un peu... Enfin, toi, tu m'avais parlé aussi de cet intérêt pour l'interactivité avec les personnes qui regardent le Twitch. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le moment du live,
la durée du live, les gens qui sont intéressés et qui ont plus ou moins envie d'interagir, et puis ceux qui passent par là et qui zappent sur la chaîne et finalement ne savent pas forcément, enfin se mettront pas à interagir avec nous. Mais je trouvais aussi intéressant, finalement, toi tu t'étais mis aussi à lire plus sur Twitch pour parler de tes coups de cœur, mais aussi parce que les interactions n'étaient pas extrêmement nombreuses. Ouais. Donc, Enfin, je ne sais pas si le format, donc moi si je dis ça, c'est parce que mm, j'aimerais savoir si on pouvait, enfin s'il y a un format qui vous plairait plus, il y a quelque chose qu'on pourrait faire autrement, euh, ou si c'est une question d'heure justement, ou de jour, ou du live, parce que les interactions se font que en live, mm. voilà, ça c'est clair. J'ai trouvé une plateforme audio, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai essayé de me mettre dessus, mais j'y arrive pas. Et en fait, ça a l'air assez intéressant. Euh, c'est Eve qui travaille avec moi aux éditions d'en bas qui m'en a parlé. Et je trouvais que c'était assez génial. En fait, c'est une plateforme uniquement audio, mais les personnes peuvent intervenir en audio. Euh, il faut qu'ils s'abonnent, qu'ils téléchargent l'application. C'est une application à télécharger. Mais j'ai pas réussi à démarrer. Donc il y a deux trois personnes qui m'ont dit ah mais ça nous intéresse, mais voilà j'ai essayé deux trois fois et j'y arrive pas. Euh, je crois qu'il faut que j'appelle les personnes qui ont l'application pour que ces personnes me disent ok je suis là et que je puisse démarrer. Je crois que c'est ça. Donc je sais pas Ça exactement. s'appelle comment? Je m'en rappelle plus. Ça arrive sur mon téléphone. Attends, je peux peut-être essayer comme ça. Euh, Alors, pendant que Pascal cherche, je vais vous lire une autre, née à Montréal, habitant actuellement à Montréal, née en 78, en 78. Elle s'appelle Roselyne Lambert. C'est toujours dans cette anthologie de poésie actuelle des femmes au Québec entre 2000 et 2020, au Remue Ménage, aux éditions du Remue Ménage. Et elle écrit Brighton, le 9 août 2017. Durant de longues semaines, pensé de ne pas finir ce livre. Le génocide de mes poupées aura-t-il lieu? Les ai-je tuées? Ne plus être habité par la question de la contrainte des normes sur ma féminité parce que, avec Donna Haraway, Bruno Latour, Karen Barad et d'autres néo-matérialistes, je trouve une nouvelle famille où j'ai la possibilité d'être un cyborg, un monstre, une post-humaine. Je deviens un nouveau genre de créature qui peut et doit écrire. Je crée mon histoire à chaque instant. Je considère mon passé pile au moment de chaque interaction et j'invente de nouvelles catégories. Avouer mes doutes, témoigner de mes lancinantes bifurcations dans ce livre, laisser voir ma perméabilité aux nouvelles idées, changer de perspective, déborder, intensifier, pleurer quand j'écris. Tout cela qui me compose, intime. Aïe, un mot si femme. Ce mot qui permet d'effacer, d'accuser, d'étiqueter, de reléguer, d'exclure une pensée tachée de sang et de larmes. Une pensée critiquée parce qu'elle exclut l'abstraction, l'objectivité, la rationalité, la science. Blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Et si toute pensée était périodiquement monstruée, colorée de notre hybridité propre et sale, belle et laide tout à la fois, et qu'elle teinte même les idées masculines, même les exposés scientifiques, même les fantasmes monstrueux, et que tout cela arrive maintenant, ici, comme un grand possible dans lequel nous glissons sur des serpents et remontons de nouvelles échelles. c'est intéressant parce que là, tu rebondis en fait sur ce que Soham a dit tout à l'heure, enfin ce qu'elle a écrit, que l'été c'était davantage une période pour écrire. Et là, on parle de l'écriture. Et je vais poser la question à Soham.
qu'est-ce qui fait que c'est le temps qui permet d'écrire plus ou est-ce que c'est, je sais pas, moi j'imagine, moi j'écris pas, hein, très peu. Euh, J'imagine les gens écrivant euh, le soir, parce que moi je travaille souvent le soir ou la nuit, euh, mais quelle que soit l'année. Et je me dis pas, tiens, l'été, je vais écrire. Est-ce que c'est le fait d'être dépaysé, d'être dans un autre lieu? euh, Enfin voilà, je sais pas, toi t'écris beaucoup plus que moi. Alors, je dirais pas que j'écris, mais je pense que les moments d'écriture dépendent beaucoup, là aussi, d'énormément de facteurs. Peut-être que Soham, l'été, elle a des vacances et donc elle a du temps, et puis aussi de l'espace dans la tête pour créer différemment. Il y a des auteurs qui créent volontiers très tôt le matin ou plutôt le soir. Ouais. Euh, Bonsoir tous les deux, nous dit Revue pourtant. Bon, quel était le poème précédent? Alors, le poème dont voilà, donc je sais pas si Soham est encore là, peut-être qu'elle peut nous dire Oui, alors, qu'est-ce qui ouais, ouais. fait que l'été, elle aime écrire. Et puis, pour répondre à Revue pourtant, C'est Gilles, c'est ça? ah, c'est de la Revue pourtant, voilà. Ouais. C'est l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020, préparée par Vanessa Bell et Catherine Cormier-Larose aux éditions du Remue-Ménage. Il y a le lien un petit peu plus haut, en fait. Et voilà, Et là, ça ressemble à ça. le Et j'ai poétesse, lu la la poétesse, poétesse qui s'appelle Roseline Lambert. Voilà. est-ce qu'il y a des, Et j'avais envie d'en lire un autre il me extrait. semble qu'il y a des références à la fin, non, des auteurs. Alors, Euh, il y a des, voilà. il y a plusieurs, il y a des petites biblios aussi. Il y a des biblios avec, en fait, à la fin, tous les Voilà. bouquins qui ont été écrits par les auteurs et autrices. Là, par exemple, c'est extrait des couleurs accidentelles euh, des poètes de la brousse en 2018. Donc paru au Poète de la Brousse, Les couleurs accidentelles, publié à Montréal. Et donc pour revenir, Roseline Lambert. Et vu Ah, l'image est bloquée. Zut. Euh, Est-ce que... et là, est-ce que c'est toujours bloqué? Je sais pas. Oui. Je me suis bloqué le coude. Zut alors. Bah mince, est-ce que c'est bloqué pour d'autres? Euh, Là, a priori, nous, ça passe bien, mais Ou est-ce que c'est seulement chez la revue Pourtant, c'est Gilles. chez Gilles? Alors, moi, je vais quand même me relancer dans cette dernière lecture. Et puis, si d'autres peuvent nous dire si c'est toujours bloqué. Ou bien peut-être tu peux écrire un petit mot pour demander aux gens si c'est bloqué. Si c'est bloqué, je ne sais pas s'ils nous entendent. Ah. Je vais mettre un petit mot là. L'image Ah. est-elle bloquée? Et Soham nous dit qu'elle écrit toute l'année, l'été, j'ai plus de temps pendant mes congés, la saison s'y prête aussi. D'accord. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ah, c'est revenu. Okay. Ah, parfait. Est-ce que tu as entendu, Gilles, la référence du. Merci Ok, Soham. est-ce que tu as entendu la référence de l'ouvrage ou tu veux la répéter Mais tu peux lui leur donner par... Oui, mais moi, je n'ai pas écrit. Alors, ce que je viens de lire est extrait des Couleurs accidentelles. C'est un ouvrage paru au Poète de Brousse, un éditeur de Montréal, en 2018. Les Couleurs accidentelles, aux éditions Poète de Brousse, en 2018. Et juste pour clore sur justement cet auteur qui s'appelle Roseline Lambert. Roseline Lambert. Comme ça, on a aussi la référence avec un E. Roseline. Avec un I. Avec un I.
Non, ben, voilà. Et elle écrit à Wrocław le 25 avril 2018. J'arrive au quai et j'ai envie de reconstituer la scène de l'accident d'un seul souffle. Réécrire le livre? Est-ce que je dois viser cet idéal que mon texte soit uniforme et que ces morceaux s'alignent pour me permettre de rembobiner mon écheveau du début? Je recommence à écrire avec une nouvelle respiration, mais la ponctuation enraye ma main. Elle se syncope. Je me retrouve à nouveau au milieu du désordre. Je dois démêler de nouveaux traits qui se nouent dans ma tête. Je perds le chemin de mes cicatrices. Je cherche à venir à bout du texte avec un début et une fin qui racontent une histoire avec des événements dans une temporalité linéaire. Je voudrais aussi développer une parole scientifique sur la nature de ma relation avec le monde pour me convaincre de son fondement. Mais quels que soient mes instruments pour observer la séquence, tout se mélange, les sons, les couleurs, mes sentiments, qui restent accrochés à des images jaunies. Au milieu de toutes mes empreintes, au milieu de toutes mes empreintes qui dépassent. Le spectacle de mon dérapage se déroule. Voilà, ça aussi c'est extrait des couleurs accidentelles. En fait, c'était le précédent. Ah, Le le précédent, super. c'était- Pouf, pouf, pouf. Alors. Bonjour Soussouberry, ça va? Oui. Et vous? Ah, c'est la première fois sur le chat. Bienvenue. Bienvenue. Et comme bien Mettez-le sûr, par écrit, ça bloque sans arrêt, hélas. Ah, je pense que ça vient de votre connexion. alors, J'imagine, enfin, je sais on pas. va le mettre par écrit. Bonsoir, Bonsoir. Jim V67. Alors, on avait lu Natacha Canapé-Fontaine en tout premier, mais entre deux, Avez-vous lu la BD Kid Paddle? Oui, j'en ai lu, mais je sais pas laquelle. Il y a longtemps que j'ai pas lu de Kid Paddle. Aimez-vous le livre 40 ans toujours puceau, écrit par le grand et éminent Jérémy France? Alors là, pas du tout. Je connais pas du tout. 40 ans toujours puceau, grand et éminent Jérémy France. Je note, hein, je connais pas. Ça parle de quoi? En collector, la BD Kid Paddle, mais laquelle? Parce qu'il y en a plein. C'est une ancienne, c'est une réédition d'un ensemble de Kid Paddle. et puis on va redonner aussi 40 ans toujours puceau. le lien. Je pense que c'était Stéphanie Roussel dont parlait Kim Possible. Kim Possible. Kim Possible. Euh, La BD 25. Ah, bon, ok. on va noter. Merci Je beaucoup note. pour vos Ouais. suggestions. Je sais pas. Juste pour répondre à la revue Pourtant à Gilles, donc il s'agit de l'auteur Stéphanie Roussel. Ouais. Et l'ouvrage en question, c'est La rumeur des lilas aux éditions Del Bousseau de DEL espace BU2SO. DEL. BU2SO. Aussi apparu à Montréal en 2018. Et donc voilà, ça c'était l'extrait qui commençait par Nous partageons un lit double, ma sœur, ma mère et moi. Voilà. Robinson Crusoe, c'est joli. Robinson Crusoe, ouais, c'est chouette. Connaissez-vous l'auteur Olivier Ric? Alors là, je connais pas du tout. Bonsoir Arkey. Arkey, oui. On a plein de nouveaux Je suis plutôt roman policier. Ah, mais alors, très bien, parce que Gilles de la revue Pourtant, de la revue Pourtant m'avait parlé d'un roman policier et j'ai acheté. Parce que, voilà, moi je suis curieux. Donc quand il y a quelqu'un qui parle de quelque chose, je regarde. Et voilà.
Moi, ce que je fais de beau, qu'est-ce que je fais de beau? Alors notre Twitch, il est là pour parler de nos coups de cœur, de nos lectures avec les spectateurs et les spectateurs avec nous. Ouais. Souvent, c'est Pascal qui est seul. Une fois de temps en temps, je viens faire un petit coucou. Euh, et bah, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui parlent de leur coup de cœur. Lequel Jim Vincent t'aimes beaucoup? Oui, on Oui. est en couple. J'ai aussi lu un essai amateur turco-français. Chaque jour, je ne fais rien. Ah, mais alors, il y a plein de références, C'est c'est chouette, génial. on va regarder. Ah là là, on va regarder tout ça. Donc, Soussouberry nous conseille de l'auteur Mehdi Wetzel. Chaque jour, je ne fais rien. Wow, c'est super, on va regarder tout ça. Et donc, par rapport à Gilles de la revue Pourtant, donc, il m'a parlé de ce bouquin-là que j'ai commencé à lire. Ah, le livre que vous avez montré. Lequel on a montré? Celui-là. Celui-ci. Si c'est celui-ci, en fait, le problème, j'ai demandé, j'ai mis un message à l'éditeur parce que je voudrais vous en parler, mais surtout je voudrais vous lire des extraits. Et sauf que il y a au début, ouais, le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon au terme des articles machin de la propriété intellectuelle. Mais on peut quand même, Donc, moi, donner les références. Je peux, ouais. Donc, Soufiane Zaïd, je suis en surpoids, je prends ma vie en main. D'accord. Waouh. Super. Mais super tout ça. Mais je note tout ça. Donc alors, j'aimerais bien que l'éditeur me donne son accord pour que je puisse en lire. Ah non, non plus. Soufiane Zadine non plus, je connais pas du tout. Et si j'ai l'accord la prochaine fois, j'en parle. Dites-moi, puisqu'il y a un peu de monde là maintenant, quelles sont les heures que vous préférez? Les jours ou les heures? Est-ce que c'est aussi... pour le Twitch. Pour le Twitch, ouais. Est-ce que c'est parce que vous avez du temps là pendant les vacances? Ou est-ce que le mardi vous convient? Ou est-ce que c'est plutôt vers 21h que vers 20h? Est-ce que c'est plutôt la nuit à 3h du matin? Enfin bref. Oui, moi non plus, je connais pas du tout Soufiane Zaïd et j'irai voir aussi. Je note tout ça. Hein. Moi, n'hésitez pas à me. Tu es au chômage. Bon, écoute, ça m'est Courage. être au chômage. Le soir, c'est pas mal à 20h, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tous les jours. Tous les jours. Oui. Ok. Alors, pour ceux qui ont du temps, nos Twitch, ils sont aussi sur la chaîne YouTube de Pascal. Ah oui. Donc, vous pouvez les retrouver pour ceux qui ont envie de se faire inspirer. Ces derniers temps, Pascal a lu beaucoup de poésie, mais il y a aussi des récits, des romans, des gens qui interagissent, des revues, des articles de presse. Enfin, il y a vraiment de tout. Et du coup, si vous avez envie de découvrir la chaîne de Pascal et ce qu'il propose, parce que moi, c'est juste la deuxième fois que je participe au Twitch et je le fais vraiment juste sporadiquement comme ça. De temps en temps, je viens faire un coucou, mais dans l'absolu, je suis pas là. Ma vie, c'est FIFA. Euh, FIFA, Fédération internationale de football. Et donc voilà, donc si vous voulez découvrir le Twitch de Pascal, allez sur le site cultureplurielle.ch et vous pourrez voir. C'est sympa. Ma vie, c'est FIFA, c'est voilà. gentil. Vous pouvez voir ce qu'il a fait. C'est un livre sur le jeu FIFA. Ah, c'est un jeu vidéo. Ok, c'est pas un roman. C'est ça, c'est un jeu vidéo FIFA. On dirait que t'étais mort, polar, vraiment très bien. Oui, ça c'est justement, ouais, justement voilà. Pour revenir, parce que je ne sais pas si Gilles de la revue Pourtant arrive toujours à nous entendre parce qu'il y a des problèmes de connexion, en tout cas de son côté. C'est parce que lui, il a conseillé que Pascal l'a acheté. Et je suis en train de le lire. Il est en train de le lire. Et je suis vraiment content de ce bouquin. Allez,
euh, je vous donne 2 pistes, mais j'ai vraiment envie de lire des extraits. Euh, c'est un bouquin, pour une fois, où il y a des... Je suis pas très roman policier ou roman noir, mais il y a des personnages qui sont euh, dans les mouvements anticapitalistes, etc. Et c'est un bouquin, ça me fait penser à la série noire à un certain moment chez Gallimard, et ça fait du bien de lire ça. Il y avait longtemps que je n'avais pas lu. Je trouve pas que c'est une écriture extraordinaire, mais par contre, au niveau de l'histoire, j'ai vraiment envie d'avancer. Donc j'ai bien avancé, et puis on dirait que t'étais mort, j'ai Mary France, écrit un aussi. D'accord. Ah, c'est marrant. Jim V67 nous demande Ah, si on aime les mangas. Et alors, moi, j'ai envie de découvrir plus l'univers du manga. ouais, Je suis très, très curieuse de ça. Et je trouve toujours difficile d'entrer dedans parce que je sais pas par où commencer. la dernière fois qu'on m'a posé la question, je suis allé à La Chaux-de-Fonds, dans une librairie qui est spécialisée en BD et en beaux-arts, enfin surtout BD et manga. Et j'ai demandé au libraire, euh, et il m'avait conseillé ce manga-là. Mais je... Et donc, Jim V67 nous conseille de commencer les mangas par One Oui, Piece. ouais, ouais, c'est des mangas qui sont en une fois. Ah, d'accord, par des One Piece. J'en ai lu deux. Enfin, j'ai lu un qui était en deux parties. Je suis incapable de me rappeler. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui était vraiment un fan de BD, de manga, voilà. Et Des libraires aussi. qui était libraire, qui avait été libraire dans les magasins de BD à Caen, après à la Fnac à Caen, et puis à la Fnac de Nantes. Et il est décédé à 33 ans, très brutalement. Et je suis resté 10 jours en France à ce moment-là. Et chez sa sœur, en fait, il y avait pas mal de mangas. Et son beau-frère m'en a passé deux comme ça que j'ai lu pendant ces 10 jours. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais merci beaucoup. C'est gentil. Merci Et, Arké et GMV67. Vous êtes en couple, vous aussi? J'ai l'impression. et en fait, j'ai envie de découvrir cet univers-là aussi. Du manga, oui. Et donc, à la librairie donc Impression à la Chaux-de-Fonds, il m'avait conseillé ce manga qui était hyper intéressant en fait. Moi, quand j'étais libraire, ah, d'accord, super. Moi, quand j'ai été libraire, en fait, à un moment, j'étais libraire à Cherbourg, et on avait décidé de créer un rayon. Non, pas à Cherbourg, c'est à Coutances, quand j'étais à Coutances. On avait décidé de créer un rayon manga. Je connais absolument rien. J'avais été voir un libraire qui était spécialisé à Saint-Lô, donc dans la Manche, et c'est génial. Et, qui m'avait un petit peu indiqué. Moi, je suis tombé des nues parce que pour moi, le manga, c'était un truc vraiment à part et tout. Et quand j'étais ado, je lisais énormément de bandes dessinées, ado et même un peu après, style Hugo Pratt, Tardy, tout ça. Et le manga, pour moi, il y avait un code que j'arrivais pas à comprendre. Et il m'a juste dit, ce gars, il m'a dit, mais le manga, c'est tous les thèmes sont traités. Tu as aussi bien là comme là, de l'histoire, que tu peux avoir du roman policier, que tu peux avoir et j'ai trouvé que c'était génial. Moi, ça m'ouvrait à plein de choses, sauf que j'ai jamais trouvé de personnes qui vraiment me conseillaient des mangas. C'est vrai qu'avec mon ami Martin, on ne parlait pas spécialement de manga. On parlait de BD. On parlait beaucoup de BD. Lui, il était très fan de comics. Olivier Tom, ouais. J'aime beaucoup Olivier Tom. Et là j'ai surtout de la BD. Mais j'ai pas. En fait, ce qui s'est passé en 89, il y avait la révolution en Roumanie. Et dans la maison où j'étais, mes enfants étouffaient un peu. Et il y avait un camion qui partait pour Timisoara, euh,
dans un lycée, au lycée de Timisoara, et j'ai donné toutes mes bandes dessinées et tous mes livres politiques. Donc il y avait toutes les œuvres de Trotsky, et puis il y avait Tardy, Hugo Pratt, enfin, ça m'a libéré quelques étagères. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris que la prof d'histoire de Timisoara ne connaissait pas Trotsky. Ça fait voir le blocus. Dragon Ball Z, le seul et unique meilleur manga. D'accord. Enfin, alors ça, c'est génial parce que moi, j'ai quand même 4 enfants, et j'en ai 2 entre autres qui ont adoré Dragon Ball Z. Je pense qu'ils en ont encore plein. Et il y en a un qui vient en vacances prochainement là. On va lui demander de Je vais lui m'emmener. dire amène-moi des Dragon Ball Z, et puis on va faire un spécial Twitch avec lui, Dragon Ball Z. Et moi, j'ai une question parce que tout à l'heure, Soham qui nous suivait aussi disait qu'elle écrivait l'été. Et vous, Jim V et Harke, vous écrivez aussi? Ou vous lisez, vous lisez volontiers, mais est-ce que vous écrivez aussi? C'est une question que je voulais vous poser. Et puis, juste pour revenir sur cet ouvrage dont parlait Gilles de la revue Pourtant, il disait tout à l'heure dans les messages que c'est un livre plein d'empathie, touchant, et je me réjouis de le voir aussi et de le Non, découvrir. il faut vraiment que j'ai l'accord de l'éditeur ou de l'auteur pour pouvoir vous en lire des extraits, mais en plus j'aurais avancé dedans. Alors, dans les trucs, en fait, on vient de déménager il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, donc il y a des trucs que je retrouve. Et entre autres, la revue 7 dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est dirigée par Patrick Valélian, et il y a certains Twitch où je reçois des auteurs. Nous écrivons des histoires romantiques et érotiques. D'accord. Alors, hop là. J'ai le. Hop, voilà. Vous savez que sur Twitch, il y a des termes qui ne sont pas autorisés. Donc là, érotique, on m'a dit, est-ce que vous autorisez que ça soit marqué? Bah oui, érotique. Bref. Donc oui, c'est chouette. C'est chouette d'écrire ces histoires. Et vous les avez publiées ou c'est pour vous? Et donc la revue 7, en fait, c'est le premier numéro. C'est marrant, on est tombé sur le premier numéro. Ça, c'est mon amoureuse qui l'avait acheté, parce que je ne connaissais pas la revue 7 à ce moment-là. Parce que ça, c'était en 2015. Nous allons manger. Passez un bon live et à la prochaine. Okay. Merci d'être venu nous voir. Non, aucune publication pour le moment. Bah, très bien. Alors, continuez à écrire. Et puis, on se revoit prochainement, normalement mardi prochain. Voilà, mais de toute façon, vu que vous êtes abonné, 10 minutes avant, vous avez la petite sonnerie qui vous indique qu'on va commencer. Bonne soirée, bon appétit. Et donc, dans le set de 2015, il y a un truc incroyable. Holcim Lafarge, un grain de ciment russe, par Christian Campiche. Christian Campiche, journaliste et essayiste suisse, a notamment travaillé à l'AGFI chez Bilan, au Journal de Genève et à La Liberté. Il anime, alors c'était en 2015, le site d'information bilingue La Méduse. Cet article a été publié dans GHI. Et je vous lis cet article. Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose, mais vous n'avez rien à vous reprocher. L'homme qui affiche ce patronyme est l'un des hommes d'affaires les plus fortunés de Russie, mais il agit dans l'ombre. Ce qui le rend éminemment intéressant pour la Suisse, c'est que, propriétaire du premier groupe russe du ciment, il détient également plus de 10% du capital de Holcim. En 2008, son entrée au capital du deuxième cimentier helvétique était passée quasiment inaperçue. Deuxième actionnaire de Holcim derrière le tycoon saint-gallois Thomas Schmidt-Dainy, M. Galchef est-il le grain de ciment qui fera échouer l'union avec Lafarge, numéro 1 mondial des matériaux de construction? Alors en fait, depuis Lafarge s'est séparé d'Holcim. À 2 reprises dans un passé relativement récent, l'oligarque avait tenté de mettre la main sur le géant français. L'an dernier encore, il appuyait les fiançailles. Aujourd'hui, il se mure dans le silence, alors que le couple se chipote à propos de l'identité du PDG de la nouvelle entité. L'arbre cache une forêt de méfiance. Les 2 parties ont tenu récemment des propos rassurants, mais les apparences sont trompeuses. Dans les négociations sur les partages des parts, Holcim a pris l'ascendant au cours des dernières semaines.
mais cette légère prééminence helvétique pourrait souffrir d'une absence de dialogue entre M. Schmeidaini et Galchef. Une situation qui contraste avec l'ambiance chez Lafarge, dont les principaux actionnaires, le Belge Albert Frère et l'Égyptien Nassef Sawiris, agissent de concert sous le parapluie de Paris. À l'heure du froid Est-Ouest, en 2015, hein, c'était le froid Est-Ouest, là c'est glaçon. Hein. Il est probable que l'État français voit d'un bon oeil une Russian Connection s'infiltrer au cœur du fleuron industriel de l'Hexagone. Et j'ai trouvé ça assez génial, ce truc de 2015. Et dedans, il y avait un reportage photo qui est extraordinaire, en fait, sur les différentes communautés, style les Ménonites. Et voilà. Donc ça, c'est la revue 7. Et la revue 7, vous la pouvez... la cette revue 7, info, vous pouvez la retrouver en ligne aussi facilement. Et en plus, le numéro n'est pas épuisé, et c'est un numéro qui est spécial sur l'espionnage. Et donc, il y a une espionne russe aussi dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était très star aux États-Unis. Ouais, c'est la Mata Hari, en fait, c'est la nouvelle Mata Hari. On l'appelle la nouvelle Mata Hari. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui a été en procès. Mais que vous ayez envie de découvrir le premier numéro de 7 ou de découvrir la revue actuelle de 7, on vous encourage surtout parce qu'ils ont plusieurs formats et plusieurs plateformes. Et donc, premièrement, c'est du journalisme, du slow journalisme, comme ils le disent, des articles de fond réfléchis qui sont faits vraiment avec une analyse et du temps. Et ils sont partagés dans différents formats, sur différentes plateformes, que ce soit le livre, comme MOOC, bref. Ouais. Avec des QR codes. Ouais, c'est un autre système que les QR codes. C'est un système dans lequel vous pouvez vous retrouver. Par exemple, moi, quand Patrick Valélian était venu, je m'étais retrouvé à côté de Jack London ou un truc comme ça, dans un reportage. En utilisant leur application, on peut aussi reconnaître certaines pages, rentrer dans l'histoire. Bah, c'est fou. Donc c'est une manière, ils ont une manière de d'étendre aussi et d'utiliser les outils journalistiques et les outils de multimédia qui est extrêmement pointu. Donc je vous encourage vraiment à aller voir le site de 7.info. Et donc l'espionne, c'est Anna Chapman, voilà, qui a fait pas mal de bruit. Voilà. Allez, un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur. Moi, c'est un éditeur que j'aime énormément. C'est un éditeur de Marseille qui fait de la poésie bilingue. Et qui s'appelle Le Port à Jauny. Le port comme le port de Marseille, et non pas le cochon. Le Port à Jauny. Et c'est toujours illustré d'une manière extraordinaire. Et là, c'est bilingue avec l'arabe. C'est bilingue arabe-français. Alors, ce qui est assez marrant, j'étais très surpris, ça s'appelle Les Chaises. Et j'étais très surpris parce que la chronologie ne correspondait pas à un ouvrage arabe-français. J'en ai plusieurs. Mais les autres que j'ai sont arabe-français. Celui-ci, il est français-arabe. Donc, il se lit dans le sens français-arabe. On ne commence pas par la fin, en fait. On ne fait pas comme le manga. Et j'étais surpris aussi. On ne commence pas par la dernière page. Le début est à la dernière page, oui, c'est pas la fin. Oui, enfin, je veux dire, quand tu prends le livre, c'est la fin. C'est la dernière page. La dernière page, d'accord. On se dispute des fois sur les mots. Ce que j'ai regretté un petit peu, c'est que, en fait, la traductrice, donc, qui a traduit du français à l'arabe, Nada Issa, s'est mis en tout petit, là. Voilà, c'est voilà. Traduit en arabe par Nada Issa. C'est trop près de la... oui, peut-être que c'est trop près, mais... voilà. Et on voit l'autrice Raphaël Frier et Clotilde Staes, qui sont... Clotilde Staes, c'est l'illustratrice. Et là, je vais vous lire Les Chaises plus ou moins longues. J'adore. Parce que, ouais, je vais vous lire ça, mais avant, je vous dis quand même ce qu'il y a comme chaise. Il y a la première chaise, évidemment, ça commence comme ça.
la chaise de cuisine, la chaise d'attente, euh, les chaises volantes, la chaise d'écolier, la chaise de l'absent, la chaise cassée et la chaise pliante. Chaise plus ou moins longue. Celle-ci s'appelle la chaise longue. Toutes les autres sont des chaises courtes. Et il y a beaucoup plus de chaises courtes que de chaises longues. Mais on ne dit jamais chaise courte. On parle volontiers de courte échelle, de courte paille, de jupe courte, de courte queue, et même de courbouillon. Mais la chaise courte, on l'oublie. Certes, la chaise courte, qu'elle soit ou pas courte sur pattes, ne fait pas rêver. Alors que la chaise longue, prononcez-la. Vous voilà sur une plage ou dans un jardin ensoleillé. Ah, la chaise longue promet de longues siestes, des lectures au long cours, des rêves jamais à court d'idées douces, sans compter qu'on ne dit jamais « tiens-toi droit » à celui qui use de la chaise longue, à moins qu'il en abuse. Car parfois, à la longue, il faut couper court à la pratique de la chaise longue. Tout dépend du cours des événements. Voilà. C'est magnifique. Le port à jauni, allez voir cet éditeur On va vous donner que le lien aussi. Ouais, j'adore vraiment, j'aime beaucoup cette maison d'édition que j'avais découvert à Lausanne à Bibliomédia, qui avait réalisé une exposition avec pas mal de leurs ouvrages. Et voilà. Et donc, ça, j'ai trouvé ça également à Fribourg, à Libro Coros, qui m'a dit que elle connaissait notre maison d'édition, je ne me rappelle plus comment c'est, qui fait des posters et qu'elle aime beaucoup aussi, je ne me rappelle plus ce que c'est. Bref, voilà. Il est 21h21 sur notre... voilà. Donc, on ne voit pas le temps passer. Non, je termine par tu termines par un dernier. Par Ce souffle encore de Claire Cranebull, ouais. avec des dessins de Gisèle Poncé qui sont splendides. Et ça a paru aux éditions Les Troglodytes. Et je vais vous lire. Une magnifique édition du Troglodyte qu'on vous conseille vivement, de Claire Cranebull et Denise Mutzenberg. C'est une maison d'édition suisse, mais qui est aussi distribuée en France. Et ils font des très jolis petits ouvrages. Après avoir été les créatrices et fondatrices de Samizdat. Ces magnifiques deux sœurs jumelles font maintenant les éditions du Troglodyte. Dans son livre Volubile nudité, Alexandre Caldara évoque une paire de jumelles troglodytes vivant sous terre. C'est aussi le nom d'un oiseau minuscule. Alors pourquoi pas celui d'une toute petite maison d'édition, une cabane de feuilles et d'encre. Voilà. Je ne suis pas la seule à écrire dans la cuisine, mes sœurs aussi. Et je pense que des hommes travaillent comme nous à cette simple table sur la toile cirée, ou le bois entre la cuisinière et l'évier avec la pierre à eau, les plantes, le frigo qui bourdonne, la fenêtre qui donne sur la rue, le village derrière les rideaux, à jour, fleuri de roses, l'ail et les oignons suspendus en guirlande, la lampe allumée si souvent dans l'ombre. Comment écrire encore dans la chambre à écrire? Existe-t-il encore ce meuble d'écriture, le bureau? Il faut des tables buissonnières, le train, les salles d'attente, les buffets de gare qui, hélas, disparaissent. Un bout de papier, un bout de cahier, les genoux. L'évier sent fort, écrivait un poète qui parlait de cuisine, de lessive, d'odeur, de choses noires, domestiques, mais aussi de jeunes filles rêveuses de neige et de mort. Mais qui lit encore Clara Delébeuze? Voilà, c'est magnifiquement illustré. Et on va vous donner le lien aussi. Et c'est une petite réponse à Soham qui écrit l'été. Voilà. Et puis un tout dernier avant de vous quitter. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces interactions et je vous souhaite une belle soirée et puis plein de belles choses. Puis on se voit la semaine prochaine. Les poèmes arrivent la nuit, comme les chants viennent aux oiseaux quand ils dorment. Comme est une petite clé. Les mots viennent comme ils sont. On les tourne dans la serrure des rêves, précieux ou modestes, communs ou rares. Les poèmes arrivent comme ils sont. Certains sont nus, d'autres naissent dans le souffle,
tout habillés de rimes riches ou pauvres, avec leurs pieds qui dansent ou marchent à petits pas, avec leurs verbes qui sonnent ou chuchotent, avec leurs voyelles rouges ou jaunes ou bleues, leurs E muets, leurs consonnes bavardes. Que dire de plus? Les blancs respirent, soupirent, les noirs vont à la ligne. Voilà, magnifique livre, Ce souffle encore, aux éditions Troglodyte, de Claire Crenbull. Cranbull. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Ce Twitch, il sera demain matin sur YouTube. Et puis, un grand merci à toutes et à tous. Je vous embrasse. On espère vous revoir la semaine prochaine. Voilà, puis je vous dis à bientôt. Et puis, ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.